Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et à l'intention de ceux qui n'ont pas assisté encore à la pièce, je vais faire comme le suggère ici Jean-Pierre Vincent, c'est-à-dire vous donner rapidement l'argument de la pièce, très brièvement. Iphigénie n'a pas été sacrifiée à Aulis, elle a été transportée par la déesse Artémis Diane jusqu'en Crimée, là où il y a un sanctuaire et où s'accomplissent des sacrifices sanglants à l'égard des étrangers qui abordent ces rivages. Or, c'est là que son frère va devoir aborder, dans la mesure où, ayant tué sa mère en se vengeant ici pour venger le meurtre d'Agamemnon, leur père, c'est là que, sur un oracle d'Apollon, il doit venir pour enlever une statue d'Artémis, condition pour laquelle il sera délivré de la poursuite infernale des furies. Cette pièce a été considérée comme l'évangile de l'humanisme allemand, comme l'esprit même du classicisme de Weimar, ce classicisme issu des Lumières, de l'Aufklärung, libérateur pour l'humanité, une humanité qui est acquise alors à la raison éclairée et qui peut assumer son autonomie. On est dans l'esprit de la raison pratique de Kant, de l'impératif moral. Vous vous rappelez Kant, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Or, on en a tellement rebattu les oreilles des scolaires en Allemagne, à l'époque de la République fédérale, qu'en 1975, un grand critique de la littérature, qui était à Constance, Hans Robert Jauss, constatait le rejet total d'Iphigénie chez les élèves de première. Et il se posait la question, l'œuvre est-elle donc périmée? Appartient-elle à un musée du passé, avec ce retour à la forme antique, avec cette incarnation de l'idéalisme allemand, dont on pouvait se demander ce qu'il pouvait en rester après les déflagrations monstrueuses du XXe siècle. Devant de telles tragédies de l'histoire, qu'en est-il des incarnations de la belle âme? Donc, et puis d'ailleurs, on pouvait se demander si déjà le retour à l'antique n'était pas daté. Rappelez-vous ces mots magnifiques au début de la pièce, lorsque Iphigénie, dans son monologue qui introduit la pièce, est là, et disant « cherchant de toute mon âme le pays des Grecs hein, ». Das Land des Griechen mit der Seele suchend. C'est important, ce pays des Grecs. Il y a la nostalgie du pays, le retour à l'origine, il y a le voyage, la quête, à la recherche de ce qui a été perdu, et puis il y a l'âme, Seele. L'âme, c'est le lieu privilégié de l'action. Donc une action qui est tout à fait immobile, de ce fait. Ça se passe à l'intérieur. Et il y a là-dessus des pages admirables du grand Hegel, dans son esthétique, qui met en évidence cet aspect de la pièce. Ce cours d'esthétique de Hegel, il a commencé en 1818 à Heidelberg, et il va le poursuivre à Berlin entre 1820 et 1829. Il ne sera publié qu'après la mort de Hegel, en 1831. Je rappelle que Goethe, lui, meurt en 1832. Tout est centré sur la liberté intérieure. Je cite, « Nous n'avons d'ailleurs pas à chercher bien loin un exemple parfait de la transformation d'une pareille machinerie divine, purement extérieure, il fait allusion à la tragédie, en subjectivité, liberté et beauté morale. Goethe a réalisé sous ce rapport la plus belle et la plus admirable création dans son Iphigénie en Tauride. » Plus loin, la conversation de Thoas, qui chez Euripide se produit sur l'ordre d'Athéna, l'Iphigénie de Goethe cherche à l'obtenir et l'obtient effectivement en faisant appel à son sentiment à l'aide d'arguments qu'elle tire des profondeurs de sa propre âme. Et lorsque Thoas répond « Tu penses que le Scythe grossier, le barbare, entendra la voix de la vérité et de l'humanité à laquelle attrait le grec a été sourd ?» elle réplique sur un ton plein de tendresse et de confiance, « Tout homme l'entend.
sous quelque ciel qu'il soit né, et en qui la source de la vie coule libre et pure dans son sein. C'est donc cette liberté intérieure qui fait aussi que la raison pour laquelle Schiller rejetait justement l'opinion de ceux qui voyaient dans la pièce la simple résurrection de l'esprit des anciens. Comme il l'indique, ce que Goethe a inséré dans l'enveloppe grecque, ce qu'il a érigé en idéal, ce n'est pas la Grèce des temps héroïques, c'est l'humanité plus belle de nos mœurs modernes. C'est ce que dit Schiller. Donc l'action se passe dans les cœurs et la foi d'Iphigénie dans le pouvoir de persuasion d'une parole véridique devient ce qu'on a appelé un acte inouï. Donc Goethe, Schiller revendique pour cette pièce qui finissait par paraître si datée aux yeux des scolaires allemands dans les années 75, Goethe et Schiller revendiquent pour cette pièce sa modernité derrière l'apparence antique. Seulement voilà, comme le disait après tout en 1841 déjà Grillparzer, cette modernité, est-ce que ce n'est pas la modernité d'un habitant de Weimar, Thoas n'a rien de barbare ni de sanguinaire, et c'est peut-être pour cela que finalement il écoute la voix d'Iphigénie. Weimar, ce petit duché, n'est-ce pas, comme un havre de paix et de culture, dans la structure éclatée de l'Empire germanique, était le lieu du despotisme éclairé, avec le jeune Goethe qui était alors devenu le conseiller secret du prince. D'où le problème qui nous est posé, qui est posé à toute reprise de cette pièce, à toute mise en scène de cette pièce, c'est de se demander comment elle peut être actualisée. A-t-elle encore une résonance actuelle pour nous? Je dirais c'est le défi auquel tout metteur en scène est affronté dès lors qu'il prend en main cette pièce. Alors pour répondre à cette question, je dirais il faut procéder en deux temps. D'abord, cerner ce qui fait la trouvaille de Goethe par rapport à ses devanciers. Il y en a deux. Euripide, toute la mythologie qui est là, et puis Racine, cette référence au classicisme. Goethe, n'est-ce pas, auréolé de son Werther, du Sturm und Drang, donc des tempêtes et des poussées, est arrivé à Weimar pour gouverner en 75. Et il va prendre un tournant qui a été défini comme celui qui ouvre la voie du classicisme allemand, du classicisme de Weimar. Il nous faut ensuite dégager de la pièce des problématiques qui prennent de nos jours un écho inattendu, qui nous touchent de près. Et pour cela, il va nous falloir dépoussiérer la lecture des analyses antérieures. Il s'agit d'entendre en quoi ce qu'accomplit Iphigénie est un acte inouï, en quoi les mots, ici, vont faire sens pour nous dans la situation historique qui est la nôtre. Alors voyons rapidement, tout de même, pour mettre en place les choses, le contexte. Juste quelques dates rapides. Le 7 novembre 1775, Goethe, qui a 26 ans, qui est en voyage, arrive à Weimar, qui est une ville de culture, grâce à la duchesse Anne-Amélie, qui était la nièce de Frédéric le Grand. Et en septembre, le fils aîné de celle-ci, Carl Auguste, qui a 18 ans, lui succède. Goethe s'est lié d'amitié avec lui, il est son aîné de 8 ans, et il devient son conseiller privé en matière politique et économique. Et il va assumer toute une série de tâches pratiques. Ne l'oubliez pas, réunions administratives, documents officiels, il s'occupe des routes, des ponts, des canaux, de la mine d'Ilmenau, de l'université d'Iéna, des pompiers, des dépenses de la cour et même de la petite armée. Donc c'est un conseiller aux prises avec un projet, le projet d'une société qui serait civilisée et véritablement humaine et à laquelle il s'essaye. Première chose. Deuxièmement, l'année suivante, en 76, il tombe amoureux de Charlotte von Stein, qui est de 7 ans son aînée, qui est la dame d'honneur
de la duchesse Amélie. Il y a une amitié amoureuse qui va durer jusqu'en 1788, qui s'interrompra, reprendra encore en tout sur une trentaine d'années, avec une très longue et abondante correspondance. Et tous les critiques vous disent, les historiens, les biographes, cette femme va l'assagir, chasser en lui les dernières exaltations de Werther, le mener vers une maturité sentimentale, vers une sérénité. Goethe qualifiait Charlotte Bronstein de dame magnifique. En 1780, à 31 ans, il avoue que Charlotte joue auprès de lui le rôle de sa mère ou de sa sœur bien-aimée, et que durant des années, il a vécu dans la lumière et dans l'ombre de Charlotte, qui était ici son étoile du matin et du soir. Les critiques aussi ont relevé le fait que les personnages d'Iphigénie et dans Torquato Tasso gardent quelque chose de l'esprit de Charlotte, d'un idéal féminin qui s'y condense. Troisième événement, en juin 1777, la mort de sa sœur bien-aimée, Cornelia, qui était née un an après lui, en 1750, à l'accouchement. Jour de ténèbres et de déchirements, dit-il, souffrance, rêve. Avec ma sœur, une forte racine qui m'attachait au sol a été coupée, de sorte que les branches supérieures qui en tiraient leur nourriture doivent aussi périr. Ce lien très fort entre frères et sœurs est aussi l'ombre qui se profile derrière les attentes et les retrouvailles entre Oreste et sa sœur, que tout le monde croyait morte, Iphigénie. C'est le 6 avril 1779, j'ai bientôt fini avec les dates, que fut donc représentée la première d'Iphigénie à la cour de Weimar. C'est une version en prose qui sera reprise en vers, et c'est la traduction de la reprise en vers qui est jouée maintenant. Donc c'était à l'été 1786. Et qui sera terminé en décembre 86 pendant le séjour de Goethe en Italie, séjour qui a lieu entre 86 et 88. Période donc extrêmement riche sur le plan sentimental, affectif, littéraire et dans l'engagement aussi politique et social de Goethe. J'ajoute qu'en 1777, il élaborait les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, dont il entreprend la seconde partie en 79. Et là encore, les événements de la vie ont marqué. Nathalie, l'héroïne des années d'apprentissage, est comme Charlotte, l'étoile éternelle qui resplendit à travers les rayons mouvants de l'aurore boréale. Le personnage d'Agostino, qui est comme une sorte de frère aîné, qui rappelle Wilhelm et son amour pour Nathalie, a aimé celle qui était à son insu sa sœur, Sperata, dont il a eu un enfant, à l'eau d'inceste sur ses amours. On retrouve avec lui, je dirais, les malédictions divines qui ont pesé sur tous les fils de Tantale, comme sur Édipe parricide, comme sur Oreste matricide, Agostino, frère incestueux. Les puissances célestes sont là, à l'arrière-plan des destinées individuelles. C'est à quoi il faut faire face, ou bien essayer de faire avec. Ne l'oubliez pas, la lumière grecque, c'est aussi celle où s'entr'ouvrent les abîmes de l'horreur, contraires à toutes les lois humaines et divines. Bon, pour couronner le tout, je dirais, vous le savez, que Iphigénie, qui a été un succès le 6 et 12 avril 79 à Weimar, c'est Goethe qui tient le rôle d'Oreste, vêtu d'un costume grec, avec une belle prestance. Le 12 juillet, c'est le duc de Saxe-Weimar lui-même qui est Pylade, et la chanteuse et comédienne Corona Schröter, de 2 ans sa cadette, devient Iphigénie, et pour laquelle il éprouve à nouveau de tendres sentiments. Bon, j'ajoute en 80, ça peut avoir un intérêt aussi, il est initié, Goethe, à la franc-maçonnerie dans la loge Amalia. Je me suis toujours demandé d'ailleurs, tout à fait en passant, si la tache de 3 étoiles que constate Iphigénie sur la main de son frère Oreste pourrait évoquer la fameuse signature maçonnique de ce qu'on appelle les frères 3 points, n'est-ce pas, la triunité de toutes choses. Mais ça, c'est une question sur laquelle je ne m'avancerai pas ici. Donc les honneurs, les amours, le deuil familial, la lumière des pays méditerranéens avec le voyage en Italie. Goethe a 36 ans, il avait composé les élégies romaines,
il s'est orienté vers le classicisme et en 88, il est de retour à Weimar. Revenons maintenant à Iphigénie. C'était juste là un cadre. Goethe a deux antécédents de poids. Les deux tragédies d'Euripide, Iphigénie à Aulis et Iphigénie en Tauride, et l'Iphigénie de Racine, qui est à Aulis. C'est-à-dire que d'une part, il a l'image de l'Antiquité selon Winckelmann, avec la célèbre formule de la noble simplicité, de la calme grandeur, bref, les Allemands en quête de la Grèce. Et puis de l'autre, il y a l'autorité encore intacte du classicisme français, de Racine. Donc Goethe doit se démarquer, parce que le classicisme allemand a sur la tragédie grecque un recul historique que n'avait pas ou que ne voulait pas avoir le classicisme français, pour qui c'était un modèle intemporel. Donc, comparer Euripide et Goethe sur le même sujet, sur le même argument, est une façon pour nous de comprendre pourquoi Goethe voulait que l'on prenne son Iphigénie, que l'on voit dans son Iphigénie une pièce d'une, je cite, d'une si étonnante modernité et si peu grecque. C'est un point important pour toute volonté de nos jours, je le répète, de monter la pièce de Goethe. Il la voulait moderne. Donc pour nous, si nous la rejouons, quelle serait la manière de lui rendre une modernité et de ne pas en faire le simple témoin de l'esprit de Weimar et d'un passé qui serait tout juste bon pour les scolaires qui, aussi bien dans ce cas-là, le rejettent. Cette comparaison est éclairante, vous allez le voir. Elle témoigne d'un changement de registre, d'un renversement, d'un retournement des données du drame que présentait Euripide. Le premier grand changement qu'opère Goethe par rapport à Euripide, c'est le double rejet du stratagème et du mensonge. Lorsque Pylade, tel un nouvel Ulysse plein de ruses, enseigne au 4e acte de la pièce à laquelle vous allez assister, lorsqu'il enseigne les paroles habiles à Iphigénie, qui seraient destinées à donner le change à Arcas et au roi Thoas, en invoquant la souillure commise par le meurtre abominable commis par l'un des étrangers ici arrivés, et qui souille le sanctuaire, par conséquent qu'il faut purifier, donc les amener au bord de la mer, et donc du même coup permettre leur fuite, d'échapper au sacrifice. Chez Euripide, le stratagème, ce n'est pas Pylade qui en a l'idée. C'est une ruse féminine, c'est Iphigénie. C'est une trouvaille d'Iphigénie. Et ceci est au vers 1032 de la pièce d'Euripide. Dès la fin du 3e épisode, ça va occuper toute la fin de la pièce d'Euripide, avec mise en œuvre dans le 4e épisode. C'est-à-dire que sur 1499 vers, il y en a 432, soit presque le tiers, qui sont consacrés au stratagème que trouve Iphigénie, et Thoas se laisse, on peut dire, duper longuement, je dirais même comiquement, par la prêtresse à ce moment-là. Il n'arrête pas de souligner à quel point elle veut le bien de la cité, elle veut purifier le sanctuaire, etc. C'est relativement, ça nous fait sourire à ce moment-là, et on se complaît dans cette ruse. Chez Goethe, par conséquent, c'est Pylade qui a eu de la ruse, et chez Goethe, Iphigénie y met très vite un coup d'arrêt. C'est ce monologue, 3e scène du 4e acte, « Le mensonge m'est odieux », se dit-elle. Et à la scène suivante, elle dit à Pylade, « Je ne me résous pas à tromper le roi qui est mon second père. » Et dernier acte, la question se pose, elle la pose, comment faire donc cesser la malédiction qui pèse sur la race des Atrides? Et vous savez qu'au fond, elle a à ce moment-là tenté, à la scène 3, ce qu'on appelle cet acte inouï, au nom des droits innés de la femme, de tout dévoiler au roi.
Donc elle ne ment pas, elle dévoile ce qui se passe et elle lui laisse le soin de décider et de choisir en faisant appel ici à la loi morale qui est en lui. Cette loi interne qui gouverne son cœur, je dirais, c'est le moment kantien de la pièce. Et Iphigénie considère cela, de sa part, comme une entreprise hardie. Elle dit très clairement. Or, sur les 2174 vers de la pièce, cette affirmation, cette revendication de la moralité, cet appel à l'intériorité en occupe 623. Soit un peu moins du tiers. Autrement dit, vous avez donc là une masse comparable à celle de la pièce grecque et qui s'oppose du tout au tout à la pièce d'Euripide. Il s'y ajoute également le refus de la violence lorsque Oreste revient l'épée tirée, l'épée nue, et en tout cas propose de régler par le sort des armes la situation. Chez Euripide, il y a bien des échos, il y a bien une rixe initiale, et puis il y a aussi la bataille qui semble s'amorcer à la fin de la pièce, et c'est la déesse Athéna elle-même qui intervient pour dire à Thoas, arrêtez cette affaire maintenant et laissez-les partir. Chez Goethe, il n'y a eu qu'un bref écho du tumulte, et par une sorte de curieuse résurgence, je dirais, du motif médiéval du combat judiciaire, du combat des champions pour authentifier la bonne cause, Oreste entend prouver, en combat singulier, son identité avec le champion du roi ou avec le roi lui-même, si celui-ci le souhaite. Et là, Iphigénie s'interpose. Elle fait cesser le combat qui a été évoqué par Pilate. Elle rejette ce qu'elle appelle la preuve sanglante, qui ne laisse, comme elle dit, que des larmes aux femmes qui vont rester. Les armes cèdent la place aux paroles et aux raisons. C'est donc un changement complet de registre. On fait place à la parole de vérité, seule. On en appelle à la liberté intérieure pour décider de ce qui doit être fait. Ça se joue dans l'âme, c'est un moment d'immobilité, c'est là où tout se passe. D'ailleurs, le sacrifice sanglant qui plane comme une menace dans la pièce avait depuis longtemps cessé grâce à la bonne influence d'Iphigénie sur le roi barbare scythe de la Crimée. La Tauride, c'est la Crimée. Tandis que chez Euripide, ces sacrifices sanglants avaient bel et bien lieu. Mais comme Euripide a aussi une fibre humaniste, la prêtresse, en tout cas, consacrait seulement les victimes, elle ne se souillait pas de leur sang. Donc ça, c'est le premier grand changement qu'introduit Goethe par rapport à Euripide. Le deuxième grand changement, et dans le même esprit, concerne le processus même de la reconnaissance, puisque, comme vous le savez, les étrangers arrivent et ils vont découvrir que la prêtresse est Iphigénie, et celle-ci découvre que le nouveau venu est son frère Oreste. Ça ne se passe pas de la même manière chez Euripide et chez Goethe. Apparemment, au début, les choses se ressemblent. Iphigénie apprend, en interrogeant les prisonniers, les nouvelles sur Troie. Elle ignorait que la ville de Troie était tombée. Elle apprend le sort des héros au retour de Troie, d'abord pendant la guerre de Troie et au retour de Troie. Elle apprend la mort d'Achille, de Palamède, d'Ajax. Et puis, elle apprend au retour la mort, ce qu'elle ignorait, la mort d'Agamemnon, son père, qui a été tué par Clytemnestre. Mais la question qu'elle pose, c'est « Et mon frère, et Oreste, vit-il toujours ?» Alors elle apprend qu'Oreste vit toujours ainsi que sa sœur Électre. Elle apprend plus dramatiquement encore que le fils a tué sa mère pour venger le meurtre de son père. Ça, c'est ce qui est commun à Euripide et à Goethe. Mais il y a de grandes différences. Chez Euripide, c'est Oreste qui parle. C'est Oreste qui reconnaît d'emblée son origine. Oui, je viens d'Argos et de Mycène. Il ne dit pas qui il est. Et
au fond, en reconnaissant simplement dans Pylade, dont Iphigénie a appris le nom par le Bouvier au début, il ne reconnaît en Pylade son ami qu'un frère en amitié et non pas par le sang. Chez Goethe, n'est-ce pas, c'est plus compliqué que cela. C'est Pylade qui donne d'abord des nouvelles et non pas Oreste. Et Pylade donne le change, une fois de plus, sur leurs identités. Il prétend qu'il est son frère et que la démence qui saisit parfois son frère vient d'un crime abominable qu'il a commis. Mais alors, curieusement, il attribue ici, ça c'est une invention de Goethe, il attribue dans cette histoire le crime abominable à la même histoire que celle qui avait marqué, j'y reviendrai, Atrée et Thyeste contre un troisième frère qu'ils avaient, un certain Chrysippe. Donc le fratricide est ici avancé comme étant la raison de la folie d'Oreste. Et puis les nouvelles sont distillées en deux temps. C'est d'abord Pylade à la fin de l'acte 2 et c'est au début de l'acte 3 Oreste. Ce qui permet de marquer un net contraste entre ces deux moments. Avec Pylade, on est sous le signe de la tromperie et du déguisement. Avec Oreste, ensuite, nous sommes sous le signe du dévoilement et de la vérité. Et le mécanisme de la reconnaissance est ici, de la révélation, est totalement différent. Chez Euripide, comment cela se passe-t-il? C'est une affaire de lettres, d'ailleurs qui a été longuement commentée par Aristote. En effet, je vous fais grâce. Apprenant en effet que son frère est vivant, Iphigénie a l'idée, donc, puisque les deux étrangers qui sont là viennent d'Argos, elle se dit, mais au fond, je pourrais faire transmettre un message à mon frère qui est toujours vivant par l'un des étrangers ici, en lui laissant la vie sauve. L'autre, évidemment, mourrait. D'où assaut de générosité entre les deux, savoir qui resterait. Et donc c'est Pylade qui doit finalement partir et Oreste se sacrifier. Donc elle a l'idée de faire porter cette lettre et là, coup de théâtre, au moment, donc ils s'entendent, donc Pylade va partir en emportant les tablettes et puis il dit, oui mais je risque de me parjurer, s'il m'arrivait un naufrage, que se passerait-il? J'aurais juré que je dois remettre ces tablettes à Oreste et je ne peux pas le faire, puisque le naufrage m'a fait perdre les tablettes. Bon, si je meurs, ça va, dans ce cas-là, il n'y a pas de parjure, il meurt. Alors, à ce moment-là, Iphigénie lui dit, eh bien, elle est pleine de ressources, Iphigénie, elle lui dit, eh bien, dans ce cas-là, nous allons prendre plutôt deux précautions, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des tablettes, mais en même temps, je vais vous communiquer le contenu du message. Comme ça, si les tablettes disparaissent dans le naufrage, eh bien, vous pourrez transmettre oralement le message à la personne à qui il faut l'apporter. Et elle dit, ce sera à Oreste. Évidemment, stupeur d'Oreste, et Iphigénie le regarde en lui disant, mais oui, oui, c'est moi, Iphigénie. Elle ne sait pas que lui, c'est Oreste, bien sûr. Et alors Pylade, souriant, dit, mais voilà une tâche extrêmement facile dont je puis m'acquitter. Cette lettre, je vais la remettre à Oreste à l'instant même. Et à ce moment-là, il remet la lettre à Oreste et donc c'est qui est là devant elle. « Oh, sœur chérie », s'écrie-t-il à ce moment-là. Eh bien, chez Euripide, donc vous voyez cette histoire de la lettre, chez Euripide, c'est Iphigénie qui se montre incrédule et qui réclame des preuves. Alors on va évoquer la toile peinte du recul du soleil, j'y reviendrai, qui renvoie à l'horreur du banquet funeste entre Atrée et Thyeste. Et puis la fameuse lance homicide de Pélops, je distille ça, mais je vais y revenir, n'est-ce pas, qui tua Enomaos et qui est gardé dans la chambre de la Vierge. C'est tout à fait différent chez Goethe. Chez Goethe, l'accent est mis sur Oreste, qui, devant l'émotion, devant la qualité des sentiments d'Iphigénie, alors que lui-même raconte, on peut dire, poussé jusqu'au bout de la douleur, l'horreur du meurtre qu'il a accompli, sans dire que c'est lui qui l'a accompli, il n'y tient plus et il s'écrie, au vers 1076-1082, «
je ne peux souffrir que ta grande âme soit trompée par des paroles fausses. Qu'entre nous règne la vérité, je suis Oreste. Zwischen uns sei Wahrheit, ich bin Oreste. C'est ça qu'il dit à ce moment-là. Et alors là, la réaction en retour, un peu après, d'Iphigénie, c'est de dire à son frère, mais Oreste, c'est moi, regarde, c'est moi Iphigénie. Vous voyez, c'est tout à fait inverse de la situation que nous avions chez Euripide. Et là, alors que chez Euripide, c'était Iphigénie qui était incrédule, là, c'est Oreste qui ne peut reconnaître que c'est là sa sœur, qui est saisie, et c'est admirablement montré d'ailleurs dans la pièce, qui est saisie de troubles, de délire, d'épuisement, de vision, dans un climax de la pièce, un paroxysme de l'émotion. Donc nous sommes là dans la symétrie inverse d'Euripide. Mais pourquoi ? C'est que, au niveau de la vérité et de tout ce qui touche à l'âme, Goethe veut mettre sur le même plan, dans une même exigence de vérité, le frère et la sœur. Oreste revendique ce moment de vérité. Laissons là les paroles fausses. Je suis Oreste, maintenant que la vérité soit la seule chose qui règne entre nous. Il le dit. Face à cette jeune fille à l'âme pure, il ne peut pas mentir davantage. De la même manière, plus tard, Iphigénie, face à ce roi, Thoas, qui a été finalement si bon pour elle et en qui elle veut voir un second père, refuse alors de continuer dans la voie du mensonge et, au risque même de faire échouer tous les plans, leur fuite et d'encourir la mort, elle lui dit la vérité de ce qui est en train de se passer. Donc tous deux ont rejeté le voile de mensonge que tendait bien sûr Pylade, avec les meilleures intentions du monde. Pylade qui est un nouvel Ulysse, bien sûr. Qu'il s'agisse de la fameuse histoire fictive des deux frères que seraient ici Oreste et Pylade, sous d'autres noms bien sûr, ou de la souillure à purifier dans le temple pour masquer leur fuite et le vol de la statue d'Artémis. C'est ces deux moments qui ont transformé la pièce d'Euripide en un drame, comment on l'a appelé, un drame dans l'âme. Ce qui fait que cette pièce grécisante est, comme le disait Goethe, terriblement humaine. C'est un appel à l'autonomie morale de l'être parlant, à l'autonomie du sujet humain. C'est une décision qui doit être tirée des seules profondeurs de l'âme. Mais pourquoi ce choix de la mythologie s'imposait-il, la mythologie antique? C'est une question, la mythologie maintenant nous est de plus en plus étrangère. Ce n'était pas le cas au Moyen-Âge, ce n'était pas le cas au XVIIe siècle, ce n'était pas le cas pour Goethe ici. On peut dire que ce choix de la mythologie est peut-être pour Goethe, répond peut-être à sa volonté de modernité, c'est-à-dire à cet idéal des Lumières, de la raison éclairée, de l'autonomie morale, qu'il va opposer au monde de la mythologie. La mythologie, je ne vous l'apprends pas, mais enfin, on va quand même en faire la liste là, c'est le réservoir de l'horreur, de l'inhumanité, de l'hétéronomie par excellence, de la confrontation de l'être humain à son impuissance devant les forces mauvaises qui le gouvernent, qui prennent la figure du destin ou de la malédiction divine et qui laissent l'être humain impuissant par rapport à elle. Parce que on nous rebat toujours les oreilles avec Édipe, mais les Tantalides et les Atrides, c'est bien autre chose que la petite affaire édipienne. Édipe, lui, il a tué son père, bon, il a couché avec sa mère, très bien, mais à son insu, sans le vouloir. Tandis que les crimes de la race de Tantale, qui s'appellent les uns les autres comme une chaîne de malédiction, sont prémédités, sont assumés, et la liste est longue.
Je vais juste ad nauseam vous la détailler. Bien plus encore détaillée d'ailleurs chez Goethe que chez Euripide. D'abord, ça commence dès la 3e scène du premier acte, avec Thoas, n'est-ce pas? Lorsqu'Iphigénie lui dit, elle avait caché son origine jusque-là, il la presse, il veut l'épouser, elle essaie de susciter en lui le recul, et elle lui dit, je suis de la race de Tantale, hein? Originaire de Lydie, bien sûr, d'Asie mineure, il était admis à la table des dieux. Iphigénie en fait un homme qui, saisi d'un orgueil, du vertige d'être admis à la table des dieux, encourut la haine des dieux, tout simplement, en voulant tenter leur clairvoyance. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a servi tout simplement aux dieux, pour savoir s'ils le verraient. Il leur sert à leur table à manger son propre fils Pélops, un ragoût de son fils. Il le donne comme ça aux dieux. Et Déméter, qui avait faim, s'empresse de manger l'épaule. Bon, et puis les autres dieux, évidemment, ont tout de suite vu de quoi il retournait. Et Tantale sera, et lui, toute sa race, sera précipité ici, sera victime d'une malédiction et sera précipité dans les enfers. C'est le premier banquet funeste, bien connu à l'époque médiévale, puisque le mort de l'épaule, n'est-ce pas, était même une œuvre de chrétiens de Troie. Là, en effet, l'épaule de Pélops sera remplacée par de l'ivoire, puisque tout le reste a pu être reconstitué. Iphigénie se réclame aussi, d'ailleurs, et ça c'est un point intéressant, de la descendance farouche et sombre des titans, ceux qui partirent à l'assaut des Olympiens. Mais passons au fils, Pélops, donc ressuscité. Le fils chéri de Tantale, Pélops, passe en Europe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il conquiert Hippodamie, qui est la fille, Goethe en fait la femme. Oui, j'ai regardé ça vraiment à la loupe. Il en fait la fille d'Énomaos. Et il conquiert la fille dans une course au char par meurtre et par trahison. Il a corrompu tout simplement le cocher d'Onomaos qui a scié l'essieu du char, après quoi il a tué ce propre cocher qui s'appelait Myrtilos, qui était le fils d'Hermès, excusez du peu, n'est-ce pas? Il le tue parce que celui-ci aurait sans doute convoité sa propre femme. Enfin bref, Pélops, trahison et crime. Le dit Pélops a 2 fils, Thyeste et Atrée. Alors là, attention, premier fratricide, non pas entre Thyeste et Atrée, mais tous les deux, poussés par leur mère Hippodamie, craignant pour la succession du trône, tous les deux se débarrassent de leur demi-frère, un certain Chrysippe, pour s'assurer du trône. Après quoi, Thyeste va coucher avec la femme de son frère. Pourquoi faire? Pour qu'elle lui donne l'agneau d'or qui assure la légitimité royale. À cause de l'agneau d'or, il y aura crime sur crime, dit Euripide, hein, et douleur sur douleur. Alors, Atrée chasse Thyeste, lequel, pour se venger, enlève le fils d'Atrée, l'élève en secret, le fait revenir beaucoup plus tard à la cour pour qu'il tue son propre père, qu'il croit être simplement son oncle, n'est-ce pas? Et Atrée, évidemment, ayant vent de l'affaire, tue à son tour son propre fils sans savoir que c'était son fils, et quand il l'apprend, se venge de façon terrible en servant à son frère Thyeste ses propres enfants dans le même ragoût que celui que Tantale avait prévu ici avec Pélops vis-à-vis des dieux. Un banquet si funeste, s'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste. Ouais. C'était si funeste que ça a provoqué le recul du soleil, qui a inversé son cours. Vous croyez que le soleil, comme ça, vient d'Orient en Occident? Pas du tout. Avant, il allait d'Occident en Orient. Eh bien, il a tellement été horrifié de voir ce qui se passait qu'il a changé son cours. Oui. D'ailleurs, pour faire bonne mesure, je vous signale que Thyeste avait aussi commis un inceste avec sa propre fille Pélopia, mais il ne le savait pas, et il a eu
comme enfant, Égiste, hein, celui qui, avec Clytemnestre, tuera Agamemnon. Enfin, je passe encore sur ces... Donc, il y a tout. Adultère, fratricide, parricide, infanticide, cannibalisme et inceste. C'est parfait. Donc, Thoas, non mais c'est ça la mythologie. Il faut vraiment insister là-dessus. Thoas, le site barbare, pourtant barbare, qui était pour des sacrifices sanglants, qui les faisait ici réaliser dans ce sanctuaire, Thoas, à son tour, est saisi d'horreur devant ce récit qui occupe tout le début de la pièce. C'est pas fini. Atrée eut pour fils Agamemnon et Ménélas. Il a aussi eu une fille qui va épouser un certain Strophius, ça, le père de Pylade. Agamemnon, époux de Clytemnestre, qui est la sœur d'Hélène, hein, c'est les fameux Tyndarides, les enfants de Zeus et de Léda, et le père d'Électre, d'Iphigénie et d'Oreste. Et qu'a fait Agamemnon? Il a immolé sa fille Aolis. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pour satisfaire son ambition, parce que la flotte des Grecs était bloquée à Aulis, qu'il fallait que les vents se lèvent et qu'on avait dit, Artémise avait fait savoir par l'intermédiaire du devin Calchas, qu'il devait sacrifier, comme il l'avait voué, le plus beau produit de l'année qu'il avait eu, et ce plus beau produit, ça avait été Iphigénie, et donc il devait la sacrifier pour que les vents se lèvent. Oui. La suite, là nous sommes qu'au début, la suite va venir au deuxième acte, avec Pylade, qui explique alors ce qui s'est passé, Clytemnestre et son amant Égiste, hein, le fameux fruit de l'inceste de Thyeste avec sa propre fille Pélopia. Clytemnestre et son amant Égiste ont assassiné Agamemnon, son époux. C'est ça qui est révélé à Iphigénie, hein, à ce moment-là. Donc, toute la chaîne du crime, jusqu'à Oreste, qui va alors venger son père, en tuant sa propre mère, c'est le matricide qui nous manquait encore, n'est-ce pas, au tableau, vous donne la vision complète de la maison de Tantale, de père en fils, condamnée par les dieux. Faisons halte ici un instant. Donc Euripide le dit, hein, Alaïs, Dalla, Procéba, Crucéa, Sarnos, Mélatroïs, Oduna, Phonos, Épiphono, Achéa, Takessine, c'est-à-dire donc se sont enchaînés à partir de là, à partir de l'histoire de l'agneau d'or dont il a été question, sont enchaînés meurtre sur meurtre et douleur sur douleur. Que représente donc, en quoi fascine cette chaîne du crime, cette chaîne ancestrale qui est celle de la malédiction? Le propre de la mythologie, c'est d'ouvrir les abîmes qui habitent en secret l'existence humaine. C'est ça sert à ça la mythologie. C'est une façon de mettre l'homme aux prises avec sa nature mythique, avec sa nature monstrueuse, archaïque. Et je dirais que de cette malédiction, face à cette malédiction, il n'y a qu'impuissance humaine, impuissance face au destin inhumain qui l'habite et le commande. Ça marquera Freud, ceci, n'est-ce pas? Il va inventer un mythe, justement, le mythe d'Édipe. C'est un destin qui révèle toute l'horreur de ce qui se représente alors dans le mythe comme une lutte tribale archaïque, une structure archaïque profonde. C'est là l'essence tragique, celle que Racine, d'ailleurs, va incarner. Et là, Goethe va être aux prises avec Racine. Pas seulement avec Euripide. Il y a chez Racine, c'est un théâtre de la violence. Il y a quelqu'un qui a été le premier à l'avoir dit clairement, c'était le très grand Roland Barthes en 1963, le sur-Racine. Le sur-Racine de Roland Barthes a marqué le tournant de la critique littéraire, n'est-ce pas? Et justement, c'est lui qui disait, à la fureur de ceux qui disaient nouvelle critique, nouvelle imposture, il marquait ici le fait que justement, il y avait chez Racine ce théâtre de la violence. D'ailleurs, une petite preuve que Goethe a en tête Racine, quel nom donne-t-il au compagnon du roi Thoas, que l'on voit apparaître dès le début? Arcas. Arcas n'est pas chez Euripide. Mais Arcas, par contre, c'est celui qui accompagne Agamemnon dans l'Iphigénie de Racine.
Ce simple nom montre comment on a déplacé ici, d'Agamemnon sur Thoas, toute la problématique. Donc l'essentiel, que dit Roland Barthes, c'est qu'à travers le père, la voie du sang, du sexe, à travers les dieux, il y a, disait Barthes de façon très belle, cet autre dont le héros ne peut se séparer, cet autre qui est simplement son antériorité. Il y a le passé. Ce qui a été est, continue d'être. Ce qui a été n'est pas dissous pour autant. C'est ineffaçable, c'est inexpiable. Et cette antériorité, ou ce Dieu racinien, renvoie à une sorte de méchanceté absolue, de méchanceté primordiale, que ce soit celle des dieux ou bien celle du Dieu de l'Ancien Testament chez Racine. Ça renvoie à une malédiction qui pèse, insolvable. Freud a donné un nom à cela, à cette chaîne maudite. C'est ça qu'il appelle la pulsion de mort, la pulsion de destruction, et qui le rend si pessimiste sur l'avenir de l'espèce humaine. Alors, Freud trouve quand même une parade avec son Édipe. Est-ce que le père, justement, pourrait faire barrière, digue, recours contre cette pulsion de mort, contre cette destruction? Ce que dit la tragédie, et c'est ça qui est terrible, dans la lignée des Atrides, à la suite des Tantalides, ce que dit la tragédie, et là ça a un écho terriblement moderne, c'est que ce père est failli. Le père ne fait tout simplement pas le poids. La faillite du père, c'est ça avec quoi une femme, Iphigénie, est aux prises. Elle le dit très tôt, en parlant d'Agamemnon. En lui, dès mon enfance, j'ai vu le modèle de l'homme parfait. Or, qu'a fait ce père parfait? Il a immolé sa fille. Il l'a immolé à sa gloire, à sa passion, à son orgueil, à son arbitraire, à son despotisme. Alors que fait Iphigénie chez Racine? La fille innocente se soumet à l'autorité paternelle. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a découvert que le père est mauvais, pourtant veut rester son enfant et donc va s'assumer elle-même comme coupable. Mais ce faisant, comme dit très justement Roland Barthes, ce faisant, elle rend ainsi coupable le père qui la condamne, la pièce racinienne, la négativité profonde, le scandale profond de la pièce de Racine. C'est que, en fait, cette pièce compromet pour finir, à travers Agamemnon ou à travers les dieux, l'image paternelle même de l'autorité, quitte à réaliser cette rédemption inversée, puisque l'innocente, prenant sur soi la faute du père, rachète Dieu. C'est le contraire du christianisme, rachète Dieu méchant. Voilà ce que Racine lègue à Goethe à travers la Grèce. Mais Goethe, c'est l'homme des Lumières. Goethe, c'est l'homme de la raison éclairée. Sa pièce va être la réponse à cette malédiction. Son Iphigénie n'est pas l'Iphigénie de Racine. Sur le plan de la structure, il y a un élément important. C'est que Goethe met en parallèle, d'une part, la malédiction divine qui pèse sur la race de Tantale, et de l'autre, les sacrifices humains sanglants qui avaient cours en Tauride. Ces sacrifices humains que l'héroïne, justement, avait fait cesser et qui menacent maintenant de reprendre à l'occasion du drame qui est en train d'éclater. Or, ce que, dans sa liberté imprescriptible, Iphigénie ose, dans son acte inouï, ce qu'elle ose affirmer, c'est que tout relève d'un ressort intérieur au sujet humain. Elle le dit d'emblée à Thoas, lorsqu'il y a eu cette liste d'horreurs que je vous ai rappelée tout à l'heure. Elle dit « Les dieux ne nous parlent qu'à travers notre cœur ». Et elle a ces vers définitifs, dès le début de la pièce, vers 523-25, « Il méconnaît les immortels, les célestes, celui qui les croit avides de sang. Il ne fait que leur prêter, il leur forge, il leur compose la cruauté de ses propres désirs. La raison éclairée démasque
la tradition sacrificielle barbare comme étant simplement une projection humaine et non pas une décision divine. Nous sommes seuls comptables de nous-mêmes. Osons reconnaître dans la chaîne maudite de nos malheurs, non pas la force d'un destin qui nous accable et nous laisse impuissants, mais reconnaissons les monstres, les cruautés, les instincts mortifères que nous portions en nous et d'où nous avons le pouvoir de briser l'emprise. D'où Freud disait « Wo es war, soll ich werden » Là où ça était, là où c'était. Là où c'était quoi? Les pulsions mortifères, justement. Eh bien, c'est là que l'autonomie du sujet, sa prise de conscience, sa liberté de décision doit s'imposer, doit advenir. Et puisqu'on est ici dans la psychanalyse, disons que l'Orestie, c'était quand même tout autre chose qu'Édipe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Immoler sa fille et tuer sa mère, ça a une résonance plus terrible. On parle toujours du parricide et de l'inceste, mais le matricide et l'immolation de la fille, c'est ça vers quoi la psychanalyse devrait réellement s'orienter désormais, au-delà de l'Édipe, comme vous savez. D'où cette admirable force de refus, de résistance au mensonge, à la violence, au sang, qu'oppose au roi la fille, que son père avait trompé et sacrifié. Et c'est ce qui fait basculer la tragédie, c'est ce qui fait rupture. Et c'est pour ça que Goethe avait raison de dire le 19 janvier 1802 à Schiller que les effets d'un tel coup d'audace étaient incalculables pour nous et pour tout le monde. Est-ce que vous en étiez aperçu? J'espère que la pièce va vous le faire découvrir. Attendez juste ma conclusion. Ce n'est pas non plus un hasard si c'est une femme, et seulement une femme dans une séparation totale avec l'univers des hommes et des armes, une femme dans son innocence, dans sa pureté, c'est-à-dire non pas, comme vous l'imaginez, oui, la sainte, la vierge, etc., non, dans l'assomption de son être de femme, d'une singularité de liberté envers et contre tout, y compris jusqu'à sa mort. C'est elle seule qui accomplit cet acte inouï, qui est un acte de résistance, qui est un acte de sa liberté, hors de toute soumission à l'homme, hors de toute soumission au monde des hommes. Au 5e acte, à Thoas, maintenant, lui dit-elle, tu veux commander à la princesse? Non. Depuis ma jeunesse, j'ai appris à obéir, d'abord à mes parents, puis à une déesse. Et en obéissant, je me sentais toujours libre dans mon âme. Mais me soumettre à la rude parole, aux propos grossiers d'un homme, je ne l'ai appris ni là-bas, ni ici. Là, cette affirmation de soi comme femme en tant que libre, insoumise, si elle n'est pas en accord avec sa loi interne, en tant que différente absolument du monde brutal, vulgaire, meurtrier des hommes. Ça, je dirais, ne croyez pas, c'est pas du tout ce qu'on annonce bêtement à propos de Goethe, de l'éternel féminin et autres fadaises, la femme, la sainte Iphigénie, etc. Non, c'est d'une modernité absolue. C'est dit dès le début de la pièce, il y a les hommes et il y a les femmes, et ça n'a aucun rapport, et les droits aînés de la femme seront revendiqués ici par Iphigénie, du début à la fin. Très émouvante encore, je dirais, cette volonté qui est la sienne, d'inviter le roi qu'il aime et qui la convoite, d'où sa répulsion, à se dépasser pour être un second père. Une fois encore, à l'hétéronomie du destin, elle en appelle à l'autonomie du sujet humain. Cette fois, c'est à l'acte 4, elle est avec Pylade. Pour moi, dit-elle, elle est noble l'inquiétude, dit Zorg. Elle est noble l'inquiétude qui me conseille de ne pas tromper, de ne pas dépouiller perfidement le roi qui fut mon second père. C'est une tentative. L'invitation faite au Scythe barbare, mais qui n'était pas plus barbare que le grec l'Atride Agamemnon, de soutenir une vraie fonction de père, une fonction réconciliatrice et non pas trompeuse ni despotique. C'est même pour cela, je dirais, que Goethe a déplacé, je l'ai dit tout à l'heure, le nom et le rôle d'Arcas, le familier d'Agamemnon chez Racine, auprès de Thoas le Scythe, pour montrer que oui,
on peut faire passer l'homme de la barbarie à l'humanité. Thoas, nouvel Agamemnon, est en même temps le barbare, et Thoas peut entendre la voix de la raison éclairée. Faire du barbare un père qui serait enfin à la hauteur. Mais notez-le, pour ne pas tout de suite verser vers trop de bonne morale, notez que ce père, on le laisse derrière soi. Elle lui dit adieu. Adieu d'une façon réconciliée. Mais adieu. Ce père a un rôle à jouer assurément, mais il ne l'a joué que pour disparaître, que pour laisser la place à une nouvelle vie. C'est comme ça que ça se termine. Elle laisse loin derrière Thoas. C'est tout, je dirais, c'est tout à l'honneur de Cécile Garcia dans la mise en scène, la conduite d'acteur très, très intelligente qui a été faite par Jean-Pierre Vincent ici, dans la montée des paroxysmes, dans certaines prises de distance par moments, et puis cette vue merveilleuse, je dirais, sur la mer. Et oui, la mer qui est là, qui nous hante, c'est le rappel de tout ce qui s'était bloqué ou arrêté à Aulis, mais cette mer qui se colore au fur et à mesure, les couleurs de l'aurore aux doigts de rose chez Homère, les teintes violettes de la mer, toujours chez Homère, la lie de vin. C'est ça que l'on a et que vous avez comme fond et comme toile, ici comme toile de fond. C'est tout à son honneur, je dis à cette actrice, d'avoir su incarner ce que j'ai appelé le temps de l'innocence. L'innocence qui est la promesse de l'aube, dont on sait que c'est elle qui dissout les monstres. Reste un dernier point sur lequel je vais conclure, qui donne au texte de Goethe son actualité bouleversante. C'est le thème de l'étranger, Fremde. Les occurrences se lisent tout au long de la pièce. Les premiers mots d'Iphigénie, comme au premier jour, je suis toujours l'étrangère, dit-elle. À la fin du premier acte, Thoas dit entre mes mains sont deux étrangers cachés dans les grottes du rivage. À l'acte 2, Iphigénie s'adresse ô Fremdling, parle, ô étranger, parle, dis-le-moi qui tu es et d'où tu viens. Et Pylade, ô douce voix, comme elle est bienvenue la musique de la langue maternelle en pays étranger. Mais c'est à la fin du 5e acte que les choses sont précises. Thoas dit à Iphigénie, pour le sacrifice humain, une loi ancienne te l'ordonne, obéis. Et elle lui répond comme une Antigone, mais une autre plus ancienne me dit de te résister. La loi selon laquelle tout étranger est sacré. Et lorsque Oreste, après avoir offert le combat à l'épée et qu'elle a tout repoussé, Iphigénie va conclure la pièce. Alors là, je ne sais pas si j'ai entendu ces 3 ou 4 vers à la fin de la pièce. Est-ce qu'ils ont été coupés ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas entendu? Je n'en sais rien. Mais il y a 5 ou 6 vers où elle dit justement ceci: l'étranger, quand je serai revenu à Argos et à Mycène, l'étranger qui viendra de Tauride, je le recevrai comme un dieu. C'est un passage merveilleux d'ailleurs, tout à fait à la fin de la pièce, qui est, on peut dire, qui prend pour nous une résonance infinie. Mon père m'était cher et précieux, tu l'es toi aussi pour moi, et ce sentiment restera dans mon âme si le plus humble de ton peuple apporte à mon oreille les accents de la langue que j'avais l'habitude d'entendre chez vous. Et si sur le plus pauvre je reconnais vos vêtements, je le recevrai comme un dieu. Je lui préparerai moi-même un lit, je l'inviterai à s'asseoir près du feu, et je ne l'interrogerai que sur toi et sur ton sort. Quelle résonance pour nous aujourd'hui! Cette Iphigénie de Goethe brille au firmament de la littérature universelle comme sa plus haute lumière.